Vendredi 14 août 2026, la revue de presse. Et c'est une carte du monde redessinée qui s'étale à la une du Figaro. Ukraine, la Russie de plus en plus dépendante de la Chine. Sébastien Faletti raconte comment Xi Jinping a pris l'ascendant sur Vladimir Poutine. 200 milliards de dollars de commerce bilatéral par an, en hausse de 19% au premier trimestre. Machines-outils, microélectronique, composants de drones. Le Figaro s'appuie sur une enquête d'un consortium international avec l'allemand Der Spiegel qui révèle des forums militaires clandestins où hauts gradés russes et chinois se promettent de mener ensemble la contre-attaque et la percée contre un Occident qui les encercle. Et l'historienne Anne Applebaum tranche. Les Russes n'auraient jamais été en mesure de poursuivre la guerre en Ukraine sans des composants venant de Chine. L'éditorial est signé Philippe Gély, il s'intitule « Le marionnettiste chinois ». Sous le masque de la neutralité, écrit-il, la Chine rouge se révèle fortement engagée aux côtés du petit frère russe. Objectif 2049, le centenaire de la République populaire pour doubler l'Amérique. Le monde, lui, retourne la longue vue vers nous, les vulnérabilités des alliés de Kiev face à Moscou. 5e été de guerre, et les Européens s'inquiètent désormais autant du front que de leur propre sécurité. Le quotidien du soir énumère l'attaque au drone kamikaze le 5 août contre un avion militaire ukrainien à l'aéroport de Leipzig. La menace de Poutine mercredi de riposter de la même manière aux arraisonnements de sa flotte fantôme. Et l'essoufflement du soutien américain dont les stocks de munitions ont été mangés par le conflit contre l'Iran. Le chercheur Olivier Schmitt résume « La dissuasion russe a échoué, toutes les lignes rouges agitées pour empêcher le soutien à l'Ukraine ont été franchies. » L'éclaircie est en page 4 des Échos. L'aide militaire à Kiev a atteint 7 milliards d'euros en juin, son plus haut niveau depuis 2 ans. Mais le titre douche l'enthousiasme, un rebond en trompe-l'œil. Ce sursaut tient d'abord à un prêt européen. On rentre en France et là, tous les journaux ont la gorge sèche. Le Parisien barre sa une d'une question très concrète. Va-t-on manquer d'eau potable ? Photo d'une Loire réduite à un filet. Plus de 40 000 personnes ravitaillées aujourd'hui par camion-citerne ou par bouteille, au moins 80 communes concernées. Et à Oléron, dans un camping, la douche minutée, 7 minutes. L'édito d'Olivier Auguste s'intitule « Quand l'eau potable ne coule plus de source ». Qui aurait pu prédire, écrit-il, qu'un geste aussi naturel que celui de remplir un verre d'eau dans sa cuisine serait remis en question. Les Échos prennent le problème par le portefeuille. Leur une, canicule, la nécessaire adaptation. Éditorial de Jean-Marc Vittori, la facture colossale du changement climatique. La ministre Monique Barbu parle de 15 milliards d'euros pour la France. La banque néerlandaise Triodos avance 200 milliards pour la zone euro. Le coût de l'inaction, écrit Vittori, n'est plus seulement un concept abstrait d'économiste, il devient une réalité quotidienne. Et le journal détaille, production céréalière en recul de 12% cette année, jusqu'à 22% du potentiel perdu sur les fruits et légumes. Alors la carte agricole se redessine, bananes et goyaves dans les Pyrénées-Orientales, papaye dans le Var, de la vanille en Bretagne, des avocats en Corse. Le Monde ajoute une conséquence à laquelle on ne pense pas. Après le méga-feu de Gironde, c'est la filière bois qui vacille. 40 000 hectares de pins brûlés, près des 2/3 de la production annuelle du massif des Landes de Gascogne qui vont arriver d'un coup sur le marché. Course contre la montre pour abattre avant l'arrivée du scolite. Et derrière, 34 000 emplois. Ceux qui ont combattu ces feux, justement, sont en colère. Le Figaro en page 6, Libération en page 14. Les 9 syndicats de sapeurs-pompiers professionnels, reçus jeudi place Beauvau par Laurent Nunez, en sont ressortis très déçus. Leur porte-parole Xavier Bois a d'abord rendu hommage aux 4 pompiers morts en service ces dernières semaines. Le ministre promet une loi de modernisation de la sécurité civile en septembre, mais renvoie l'argent au budget 2027.
Libération donne le mot le plus cinglant, celui d'Alain Larata du syndicat Avenir Secours. Nous avons en face de nous un ministre avec les clés d'un camion qui n'a ni de cap, ni de carburant. Réponse, 3 jours le rassemblement place de la République fin septembre, baptisé les colonnes de la révolte. Le décor, 120 000 hectares partis en fumée depuis le début de l'été. Politique, et c'est un mois d'août très occupé. Le Monde en page 10, la tentation d'un candidat centriste unique en 2027. François Bayrou réclame une primaire du bloc central pour éviter un duel Le Pen-Mélenchon. Sur X, il tempête. Il ne s'agit pas de réaliser une alternance entre soi, mais une alternative. Il défend l'existence d'un fleuve démocratique entre les deux extrêmes, mortel pour la nation. À droite, Bruno Retailleau prévient qu'une candidature unique ne pourrait être que l'aboutissement d'une dynamique et non pas le produit d'une synthèse molle. Pendant ce temps, le Figaro suit Gabriel Attal entre les mobil-homes d'un camping de la Grande Motte. En retard dans les sondages, note le journal, le candidat Renaissance enchaîne les selfies avec les travailleurs de l'été. Et Libération décroche l'entretien du jour avec le ministre de l'économie Roland Lescure. Le titre est un signal envoyé avant un budget difficile. La question de la contribution des retraités aisés mérite d'être posée. Le ministre défend le bilan des 2 quinquennats. Plus de 30 millions de personnes au travail contre 27 millions en 2017, tout en reconnaissant un chômage remonté à 8,3%. Libération réserve sa une au football et au pouvoir. Le portrait est féroce. Infantino et la FIFA, Pacha devenu paria. Récit d'une déroute sur 4 pages. Tout part du 18 juillet au Waldorf Astoria de Manhattan. Le bureau de la FIFA vote, à 3 voix contre 2, la création d'une filiale commerciale qui gérerait les droits marketing des mondiaux avec 20% des parts vendues à des investisseurs privés. 10 jours plus tard, tout fuite dans la presse. Et le nom du chon pressenti fait exploser l'affaire. Thrive Eternal, dirigé par Joshua Kushner, le frère de Jared, gendre de Donald Trump. L'UEFA d'Alexander Seferin estime qu'une ligne rouge est franchie et menace de boycott. Éditorial d'Alexandra Schwarzbrod sous le titre « Assainir ». Dans ce monde dominé par des autocrates se croyant tout permis, la crise ouverte à la tête de la FIFA a quelque chose de rassurant. Elle montre que le sentiment de toute puissance rend aveugle et donc fragile. Le volet économique et technologique à présent, et il est spectaculaire. Les Échos annoncent l'entrée en bourse géante d'Anthropic sur les rails. La start-up d'intelligence artificielle des frères et sœurs Amodé vise une cotation cet automne. Valorisée aujourd'hui autour de 965 milliards de dollars, elle pourrait, selon des investisseurs interrogés par le Financial Times, atteindre 2000 milliards le jour dit. Un record absolu devant l'introduction de SpaceX en juin. Le carburant, un chiffre d'affaires annualisé passé de 9 milliards de dollars fin 2025 à 47 milliards en mai. Autre bataille de titans dans le Figaro. Les médicaments contre l'obésité, les fameux GLP-1, qui ont fait reculer la maladie aux États-Unis pour la première fois depuis la fin des années 70. 12% des Américains sont sous traitement pour un marché qui pourrait peser 200 milliards de dollars en 2027. Et puis il y a les papiers qu'on ne voit pas en une. Les Échos publient le dernier volet de leur série sur les grandes fake news de l'histoire. Vaccins et autisme, une désinformation aux effets tragiques. Retour au 26 février 1998, à Londres, quand le gastro-entérologue Andrew Wakefield présente devant la presse une étude portant sur 12 enfants seulement. Le lendemain, le Guardian titre en une. Il faudra des années pour défaire ce qu'une seule conférence de presse aura construit. Dans Le Monde, page 7, les 50 ans de la loi de protection de la nature, adoptée en 1976, à 467 voix contre une. Le journal avait alors titré « L'unanimité pour la nature ». Un demi-siècle plus tard, une quinzaine d'associations dénoncent un héritage violemment attaqué. Et le Parisien raconte l'histoire d'Ibrahim, 18 ans,
Séduit sur Snapchat par un bon plan, un voyage gratuit en Thaïlande contre le transport d'un lot de téléphone. À l'arrivée, une valise de cannabis et la prison à Hong Kong. Terminons par la culture. Le Monde ouvre son Été des livres sur un fantôme littéraire, le manuscrit que Louis-René Desforêts a jeté au feu un samedi de mars 1952 dans sa maison du Berry, Le Voyage d'hiver. Sauf que, bien plus tard, son fils l'a retrouvé. Toujours dans Le Monde, une série sur le théâtre sous l'occupation, où résistants et collaborateurs de la Comédie Française jouaient ensemble sans se dénoncer pour protéger leur scène. On y apprend que, lors de la création du Soulier de satin, en 1943, 2 jeunes inconnus figuraient dans les vagues mimées de l'océan. Ils s'appelaient Juliette Gréco et Serge Reggiani. Le Figaro révèle que Delphine de Vigan a publié un premier roman sous pseudonyme pour dissimuler un sujet intime. Le Parisien donne ses 10 expositions à voir avant qu'il ne soit trop tard. Et Le Monde nous emmène en Toscane, au jardin des Tarots de Niki de Saint-Phal. Une dernière image, enfin, celle qui a rassemblé des millions d'Européens mercredi soir, l'éclipse solaire. Le Monde y voit un bref moment de communion et cette confidence d'une jeune Espagnole. J'étais au bord des larmes, je ne savais pas comment réagir. Voilà pour la presse de ce vendredi 14 août. Excellente journée à toutes et à tous.